Bonjour tout le monde. On va finir la semaine tranquillement là, puisqu'on est vendredi fin d'après-midi, hein, vous êtes un peu fatigués et tout, donc on va faire les choses cool. On va parler un peu de robotique, mais d'une manière, on va dire, amusante. On va pas se prendre la tête avec des choses compliquées. Avant de commencer à vous présenter tout ça, qui nous sommes. Mes deux petits camarades sont là, Fabrice et Frédéric, font partie de l'association, comme moi-même, l'association Pobot, là, donc, dont le logo est en bas de l'écran. Alors on est en fait une association de bénévoles qui a été montée il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, par des gens qui étaient pas des professionnels en robotique déjà, puisque c'est justement pour ça qu'on a créé l'association, pour découvrir un peu ce qu'était le monde de la robotique, ce qu'étaient les robots, qu'est-ce qu'il y avait dans un robot, comment on pouvait en construire un, est-ce que c'était accessible et tout ça. Alors, dans les membres de l'association, il y a des électroniciens, il y a des informaticiens, il y a des mécaniciens, et puis il y a des gens qui ne sont rien de tout ça, puisque par exemple, on a déjà des jeunes, même des plus jeunes que vous, puisqu'on a des collégiens qui viennent régulièrement à nos séances du vendredi soir. On a donc des étudiants de collège, de lycée, des étudiants de classe préparatoire qu'on accompagne dans les projets de TIPE, par exemple, comme on le fait avec des TPE pour les premières. Oui. Les séances du vendredi soir, ça se passe comment? On se voit après et je parle tout ça, voilà. Donc on a, puisque effectivement notre camarade de la Borde, tous les vendredis soirs, le local qu'on a au niveau de l'Agora maintenant depuis 1 an et demi, parce qu'on était SDF pendant 10 ans avant, nous permet justement d'accueillir les membres qui veulent mener des projets ensemble ou venir discuter avec nous pour qu'on les aide, etc. Et donc parmi les gens qui sont venus nous rejoindre, on a même eu, par exemple, on a eu un jongleur. Donc c'était quelqu'un qui était ni électronicien ni rien du tout, simplement c'était un artiste de scène et il avait envie d'utiliser des possibilités technologiques qu'on trouve maintenant pour fabriquer des accessoires de scène, pour pouvoir rendre ses numéros originaux, etc., etc. Donc il a appris avec nous à faire de l'électronique, à programmer des cartes, à faire des choses comme ça, et il s'est fabriqué des accessoires de scène pour faire des numéros nouveaux, des choses comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment tout un tas de profils de gens qui peuvent venir nous voir. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, alors on s'intéresse la plupart du temps, mais pas exclusivement, à ce que nous appelons les robots autonomes. C'est-à-dire par rapport à des robots comme... on nous parle beaucoup des drones depuis quelque temps, en nous présentant ça comme étant des robots qui fonctionnent tout seuls. En fait, le drone, enfin tout ce qu'on nous parle comme drone à l'heure actuelle, ne mérite pas l'appellation de drone. Parce qu'un drone, c'est un dispositif autonome, donc qui est capable de se déplacer tout seul pour réaliser un certain nombre d'actions, que ça soit de la prise de vue ou autre. Or, tout ce qu'on appelle les drones au jour d'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont pilotées à distance par un opérateur. Que ce soit pour prendre des photos, des vidéos, que ce soit pour balancer des missiles, c'est pareil, il y a un opérateur qui peut être éventuellement à l'autre bout de la Terre, mais il y a quelqu'un qui est derrière. Alors pour ce qui est de balancer des missiles, c'est peut-être pas plus mal, mais bon. Mais toujours est-il que nous, on s'intéresse aux robots qu'on appelle autonomes. Alors pourquoi? Parce que ça a une particularité qui est assez intéressante, c'est que finalement, un robot autonome, ça fonctionne comme nous, les êtres humains. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu comment nous, êtres humains, on fonctionne, quand on se déplace, quand on réalise une action, tous les gestes du quotidien, on s'aperçoit que sans en avoir conscience, on fait en permanence la même itération qui est composée de 3 étapes. Ce qu'on appelle la perception, c'est-à-dire j'appréhende ce qui se passe autour de moi, je vois, j'entends, je sens éventuellement. Ensuite, je décide ce que je vais faire. Donc ça, c'est avec ce qu'on m'a appris, avec les règles qui sont innées dans le cerveau humain. Et ensuite, j'agis. C'est-à-dire je me déplace, j'utilise mes muscles pour me déplacer, pour attraper un objet, pour faire tout un tas de choses, et je fais ça en permanence. Je perçois, je décide, j'agis, je perçois, je décide, j'agis. Bon, peut-être quand je dors, je ne le fais pas. Enfin, quand on fait des choses la journée, c'est ce qui se passe. C'est ce que fait un robot autonome. Il va analyser l'environnement, prendre une décision en fonction des règles que le fabricant de ce robot-là lui a inculquées, on verra après comment, et il va utiliser ce qu'on appelle les actionneurs, donc ce qui est à bord, qui va lui permettre de se déplacer, d'attraper un objet, de réaliser une action, de percer un trou, d'attraper un échantillon de roche, etc. etc. Donc, on mesure à ce niveau-là que c'est là où la robotique, on s'aperçoit que c'est quelque chose de vaste au niveau des disciplines qui sont mises en jeu, parce que, comme on en a déjà parlé, ça met en œuvre de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique, si on a parlé de programme et tout ça, ça manœuvre éventuellement des mathématiques, parce que peut-être que dans la manière de décider, on va être obligé de faire des calculs plus ou moins compliqués, ça met en œuvre tout un tas de choses. Ça peut même mettre en œuvre maintenant de plus en plus des sciences
qu'on oppose aux sciences dites dures, c'est-à-dire la physique, les maths et tout ça, et les gens qui font des maths et la physique appellent ces autres sciences les sciences molles, c'est toutes les sciences plutôt, tout ce qui est la sociologie, la psychologie, donc tout ce qui a rapport en fait avec l'être humain, quelque chose qu'on ne peut pas mettre en équation aussi facilement qu'un dispositif mécanique, mais qui a son importance parce que les robots, je pense que certainement, chez certains d'entre vous, il y a un robot aspirateur automatique, genre Roomba ou tous ces machins-là. Les robots, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des choses qu'on trouvait dans l'exploration spatiale, dans les laboratoires et tout ça. Mais de plus en plus, les robots de ce type-là, on va les trouver chez nous, sous forme de robots aspirateurs, sous forme d'aide pour des actions à domicile, sous forme d'assistance à des personnes dépendantes, handicapées, personnes âgées, etc., etc. Et ça veut dire que tous ces robots vont interagir avec des êtres humains. Et il y a un point qui est très très important quand on commence à mettre en place comme ça des mécaniques qui vont agir au milieu d'êtres humains, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. C'est-à-dire que comment va réagir un être humain qui va être confronté à quelque chose qui bouge tout seul, dont il ne sait pas trop quelle est la logique de fonctionnement? Est-ce qu'il va le rejeter, il va le prendre, il va le balancer par la fenêtre? Est-ce qu'au contraire, il va l'accepter, ça va faire partie des objets avec lesquels il a l'habitude d'interagir? Donc c'est toute la difficulté, une des grandes difficultés pour les gens qui conçoivent ce genre de système, c'est comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de phénomène de rejet de la part des êtres humains qui vont cohabiter avec ce dispositif-là, et donc de maximiser l'acceptation de ce dispositif. Et c'est pour ça que donc on fait de plus en plus appel à des sciences comme la sociologie, la psychologie et autres, surtout que de plus en plus maintenant la robotique, on s'y intéresse pour aider justement, par exemple les personnes âgées qui ont une certaine dépendance, les personnes qui souffrent d'un handicap, parce qu'on sait aider ces personnes-là par des dispositifs, je dirais technologiques, dans leurs gestes du quotidien, les rendre plus autonomes, les sécuriser, faire en sorte qu'il ne leur arrive pas de choses désagréables, voire néfastes, mais il y a ce problème d'acceptation. Donc voilà, la robotique, c'est un petit peu tout ça. Donc comme vous en doutez, il y a tellement de sujets là-dedans qu'on peut y passer des jours et des semaines à en discuter. Donc on n'a que une toute petite heure pour ce qu'il en reste. On va là aujourd'hui s'intéresser à une petite partie. Donc je vous ai expliqué qu'un robot, pour qu'il puisse décider comment agir, il faut d'abord qu'il puisse analyser son environnement en percevant ce qui se passe autour de lui. Nous, êtres humains, comment est-ce qu'on perçoit notre environnement? Par quels outils, entre guillemets, on perçoit? Oui? Avec les 5 sens. Oui, et donc les 5 sens, est-ce que vous pouvez m'en citer? Alors, quelqu'un d'autre? Donc les yeux, c'est l'organe, et le sens? La vue, voilà. L'ouïe. Le toucher, l'odorat et le goût, voilà. Donc ça, c'est les 5 sens. Et pour ces 5 sens, eh bien, les robots, on est capable de trouver des dispositifs technologiques qu'on appelle des capteurs, qui sont capables de reconstituer certaines de ces fonctions, et même bien d'autres d'ailleurs. Un capteur, de manière générale, c'est quoi? C'est quelque chose qui va transformer un phénomène physique, une intensité lumineuse, la présence d'une molécule, une onde radioélectrique, en quelque chose qui est un signal électrique, un courant électrique que je peux mesurer. C'est exactement ce que font les cellules nerveuses du corps humain. On n'a rien inventé à ce niveau-là. L'œil, vous savez comment il est constitué? Qu'est-ce qui fait qu'un œil voit justement des images? Oui, la rétine. Et la rétine, en fait, c'est composé de quoi? Oui. Le cône et le bâtonnet. Voilà, et les cônes et les bâtonnets, ce sont des capteurs de couleur. Mais au sens physiologique, au sens anatomie du terme, ce sont les cellules nerveuses. En fait, une cellule nerveuse, donc, c'est quelque chose qui, de même que les cellules du toucher, etc., ce sont des choses qui vont, à partir d'un phénomène physique, créer un influx nerveux. Comme son nom l'indique, un influx nerveux, c'est quoi? C'est un courant électrique très faible qui circule dans les connexions qu'il y a entre les nerfs et donc qui vont jusqu'au cerveau et qui permettent au cerveau, derrière, de traduire ça et de penser avec. Donc, nos capteurs, eh bien, ils font exactement la même chose, ils traduisent un phénomène physique en un phénomène électrique. Alors, on va s'intéresser à des formes de vision extrêmement rudimentaires, mais qui peuvent être suffisantes. Et ça permet de parler d'un deuxième point, qui est, bon, vous êtes en première scientifique, je suppose que vous voulez passer un bac scientifique pour faire après des études scientifiques derrière. Vous êtes en seconde? Ah, pardon. Général. Bon, alors, parmi vous, il y en a peut-être, alors. Bon, voilà, parmi vous, il y en a peut-être qui vont s'orienter vers des filières scientifiques, pour faire derrière des carrières scientifiques, bref.
Bon, une partie des scientifiques va peut-être finir, enfin je l'espère d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, dans des professions de type ingénieur par exemple. La fonction d'un ingénieur, on va dire ce qu'on attend d'un ingénieur, c'est de dire voilà, on vous pose un problème, trouvez-moi la solution la plus efficace ou trouvez-moi une solution efficace. Une solution efficace, c'est quoi d'après vous? Parce qu'un problème, il y a souvent un tas de solutions possibles. Hein. Donc une solution efficace, quelle est sa caractéristique? Une solution adaptée à la problématique. Et qui... Oui, qui la résout. Et on sent s'adapter à quel niveau? Du cahier des charges. Oui. Par exemple, si on me demande de faire une certaine tâche, qu'est-ce que j'ai intérêt derrière à faire, même si cette tâche est un cas particulier d'un problème beaucoup plus compliqué? Est-ce que je vais essayer de résoudre le problème global? Ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer de résoudre uniquement ce qu'on m'a demandé de faire? En général, on va essayer de faire exactement, comme tu disais, ce qui est au cahier des charges, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de résoudre le problème général. Je dirais que, par rapport aux oppositions, mais c'est un petit peu l'approche mathématique, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'on cherche la solution formelle, mais générale, au problème dans sa globalité. Un ingénieur, lui, non, il cherche la solution qui fonctionne, qui répond au problème qu'on lui posait, mais seulement au problème qu'on lui a posé. Si, par exemple, on lui dit de faire un dispositif qui est capable de mesurer une température qui va varier entre 0 degré et 50 degrés, il ne va pas utiliser quelque chose qui va résister à moins de 200 degrés à plus 500. Ce n'est pas la peine. Donc, on cherche systématiquement à faire la solution la plus adaptée, la plus efficace et la plus simple. C'est surtout ça qui est important. Pourquoi c'est important de choisir la solution la plus simple? Il y a plusieurs raisons. Oui. Ça prend moins d'énergie. Ça prend moins d'énergie, oui. Il y a quelqu'un derrière, non? Oui. Il y aura moins de problèmes après. Il y aura moins de problèmes après. Il a mis le doigt sur le problème numéro 1. C'est que typiquement, si vous prenez par exemple le cas des robots qui sont sur Mars à l'heure actuelle, vous imaginez l'argent que coûte un programme comme d'envoyer un robot explorer Mars. Un robot qui est sur Mars a un signal radio qui part de la Terre, mais à peu près 10 à 15 minutes pour aller jusqu'à Mars, et à peu près la même chose pour revenir. Si le robot tombe en panne sur Mars, bah on n'a que ses yeux pour pleurer, quoi. On ne va pas pouvoir envoyer un dépanneur pour faire quoi que ce soit. Donc on va essayer de trouver la solution qui est la plus simple possible, parce qu'une solution, plus elle est simple, moins elle a de chances de tomber en panne. Et en plus de ça, en général, votre patron sera content, parce que plus elle est simple et moins elle coûte à fabriquer. Donc l'entreprise fera de meilleurs bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que la première démo que je vais vous montrer là, c'est... Bon, vous arrivez à voir à peu près la table? Sinon, vous pouvez vous lever, pour ceux qui n'arrivent pas à voir qui sont derrière. Bon, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il y a des carreaux, et il y a une ligne noire. Et ici, comme par hasard, j'ai un robot. Donc qu'est-ce que je vais lui demander à ce robot d'après vous? Voilà, de tourner en suivant la ligne. C'est exactement ce que je vais faire. Donc je le mets en route. Alors il commence par dire non, je ne veux pas le faire. En fait, il ne veut pas dire non, je ne veux pas le faire. Il est en train tout simplement d'analyser les couleurs qui sont sur le sol, puisqu'il a dit, bon, on m'a demandé de suivre du noir, mais moi, noir, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc je vais regarder à quoi ressemble le noir et le pas noir là-dessus. Et une fois que c'est fait, bah, il est capable de suivre la ligne. Nulle part dans le programme que j'ai mis dans le robot, je lui ai dit, l'ovale, il fait 60 par 30, et j'ai des arcs de cercle qui sont de cette manière-là. Si je le prends, je le mets à l'envers, ça ne lui pose pas de problème. On va même changer carrément le circuit. Donc voilà, on va le compliquer un petit peu. On recommence, on met les watts. Voilà. Et c'est parti. Donc il refait exactement la même chose, il a suivi le tracé qui est différent. J'aurais pris une feuille de papier, un gros marqueur, j'aurais fait le trait, c'était pareil, il faisait la même chose. Donc on va voir après comment on a réussi à faire ça sur le plan technique. Mais il faut savoir que là tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a doté finalement notre robot d'yeux. De d'yeux absolument rudimentaires, parce que tout ce qu'ils sont capables, c'est de faire différence entre du sombre et du clair, mais c'est exactement ça. L'autre petite démo là, que je vais vous montrer, ça c'est un autre robot qui est fait en Lego. Lui, on lui a demandé de faire des trucs un petit peu plus compliqués. On lui a demandé de distinguer des objets qui sont de couleurs différentes, rouge et vert en l'occurrence,
et donc d'avancer jusqu'à ce qu'il en trouve un. Et lorsqu'il trouve un objet d'une certaine couleur, donc le vert, je vais demander de les mettre ici, les rouges, je vais demander de les mettre ici, et si je lui montre quelque chose qui n'est ni rouge ni vert, bah, je dis tu me le mets là, on verra après ce qu'on en fait. Donc là on l'a mis sur sa position de départ, une fois qu'il a fait ça, il revient à la position de départ, il attend qu'on recommence. Donc il avance, dès qu'il a rencontré quelque chose, il attrape, il l'analyse, il a allumé sa LED pour nous dire j'ai reconnu que c'était du vert, et il vient le mettre là où on lui a demandé de le faire. Vous pouvez vous lever et regarder là. C'est la seule expérience qui vous faudra. On peut se lever et regarder. Donc, deuxième cas de figure, il a attrapé un objet, il a reconnu que c'était un objet rouge, il le met de côté, etc. Et pour finir la démonstration, je vais lui mettre le troisième objet qui est ni rouge ni vert. Il y va. Là, il râle. Et il va nous le mettre à côté en disant, ok, ceux dont on ne sait pas quoi faire, je les mets là, et puis on n'en parle plus. Donc ce robot en Lego, là, eh ben, on l'a doté d'un autre sens, d'un autre niveau de vision qui est un peu plus évolué, c'est-à-dire qu'il est capable de reconnaître quand est-ce qu'il a quelque chose ou pas, et il est capable de distinguer la couleur. Il le fait au moyen du capteur qui est là au fond, qu'on voit sous forme d'un point lumineux coloré. Et on va voir après, effectivement, comment ce dispositif fonctionne. Le dernier, par exemple sur lequel je vais m'appuyer, c'est... Alors bon, je ne peux pas vous le montrer ici, mais c'est pas grave. Vous êtes déjà rentré, je pense, dans un magasin où il n'y avait pas de vendeur. Et puis au moment où vous rentrez, on entend une sonnette, et puis il y a un vendeur qui vient. Vous l'avez tous, au moins, ça vous est tous arrivé au moins une fois. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, ce genre de dispositif? Oui? Non? De quelle manière ça détecte qu'on rentre? Il y a un laser visiblement, il y a des contrastes, ça s'entend. Voilà, alors, schématiquement, c'est effectivement ça. Alors laser, pas forcément laser, ça peut être une lumière quelconque en fait, hein. Mais effectivement, il y a un rayon lumineux qui barre la porte d'entrée, et on a mis un dispositif qui permet de détecter quand est-ce que quelqu'un coupe le rayon lumineux avec ses jambes tout simplement. Donc ça, voilà, c'est un autre système finalement de vision rudimentaire, et on va voir comment toutes ces choses-là fonctionnent, en espérant que mes démonstrations marchent toujours. Alors, autre application, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais parmi toutes les choses auxquelles on s'est amusé, on a aussi fait de la compétition pendant quelques années. On a participé plusieurs années de suite à la Coupe de France de robotique. Oui, pardon. Non, mais en parlant de compétition, il y a 3 ans, moi j'ai fait la compétition Pobot. Est-ce que vous la faites encore? Oui, tous les ans, oui. Au CIV? Oui, toujours. Ouais, ouais. Le règlement va sortir aux vacances à Toussaint, là. Avec M. Barthélémy, Camponovo? Oui. Ouais, d'accord, ouais, donc ils sont complètement au courant, ouais. Donc, pendant plusieurs années, on a participé à cette compétition, qui est quelque chose qui se déroule tous les ans aux vacances de l'Ascension du côté de la ville du Mans, donc plutôt dans l'ouest de la France. C'est une compétition qui regroupe à peu près entre 150 à 200 équipes chaque année, grosso modo. Et ces équipes, bah, c'est des jeunes. Donc, on a même maintenant des élèves d'école primaire de CM2 qui participent depuis plusieurs années, donc d'une école qui est pas loin de là-bas. Donc, il y a des lycéens, des élèves d'IUT, d'école d'ingénieurs, etc. Et aussi un certain nombre de clubs donc d'amateurs comme nous, quoi. Et il y a certains des exemples que je vais tirer de cette compétition-là pour illustrer ce qu'on a vu et ce qu'on va voir en termes de capteurs. Le robot qu'on voit là, qui est dans la vitrine, il a fini 4e, d'ailleurs cette année-là, c'était en 2006. Et il fallait sur le terrain vert, qui représente une espèce de terrain de golf plus ou moins, qui récupère des balles de ping-pong blanches qui étaient jetées un peu au hasard par des distributeurs, qu'il les récupère, qu'il fasse la différence entre ces balles noires et ces balles blanches, on voit que certaines ont été peintes en noir, et qu'il place des balles blanches dans les trous qui étaient de la même couleur que celles que les arbitres lui avaient données, pour pouvoir marquer des points. Donc, bon, il y a d'autres éléments, d'autres actions de jeu en plus, mais on va simplifier en se tenant à ça. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qu'il a fallu qu'on résolve avec ce robot-là pour détecter qu'on avait récupéré une balle, que cette balle elle était noire ou qu'elle était blanche. Et ensuite, au niveau de la couleur des disques, qu'on était au-dessus d'un disque qui était de la couleur de l'équipe ou pas. Donc, on va détailler un petit peu comment tout ça fonctionne. Les 3 problèmes que je viens de citer sont résumés ici. Et on va les analyser un par un
de manière assez rapide. Alors les balles, comme j'ai dit, elles sont jetées au hasard par les distributeurs, donc on ne sait pas à l'avance où elles sont. C'est pas comme ici, par exemple, où j'ai dit l'objet sera toujours devant toi. Là, du coup, c'est n'importe où, et on ne peut pas aller se diriger à un endroit donné pour les récupérer. Donc en fait, on fonctionne comme les aspirateurs automatiques, c'est-à-dire qu'on se déplace, on a un aspirateur dedans, et puis cet aspirateur, parce que ces balles de ping-pong, elles sont assez légères, donc on arrive à aspirer des balles qui sont à peu près sur une vingtaine de centimètres de part et d'autre. Le seul problème, c'est que ces balles-là, une balle de ping-pong, c'est très léger. Donc pour savoir qu'elle a été aspirée par le dispositif qu'on a là, on n'avait pas trop la possibilité de mettre par exemple un interrupteur qui aurait été poussé par la balle en disant ok, elle est là, donc on peut continuer le dispositif. Donc on va essayer de le faire par quelque chose qui n'a pas de contact avec la balle. Et l'autre chose, c'est qu'on aurait pu dire bon, on met une caméra à l'intérieur du système et puis la caméra va bien voir qu'il y a un objet. Ça marchait, effectivement, ça aurait pu fonctionner, mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de la solution simple et tout ça, c'est compliqué, parce qu'une caméra, il faut traiter des images, c'est quelque chose de très compliqué, ça prend de la place, c'est encombrant, ça coûte cher, donc on voulait quelque chose de plus simple, parce qu'en tant qu'association, on est un peu fauché aussi, quoi. Donc on cherchait quelque chose de beaucoup plus simple, et surtout, bon, on savait que la balle, il n'y avait que ça à récupérer, donc pas la peine d'aller chercher quelque chose de compliqué. Donc on a cherché un dispositif de détection mécanique sans contact et on le fait avec le système de la barrière qu'on a vu tout à l'heure qui détecte qu'un client rentre dans un magasin. À partir du moment où la balle va venir couper la barrière qui est à l'entrée du magasin, en l'occurrence aspirateur, le programme qui est dans le petit calculateur qui est dans notre robot va être en mesure de réagir. Donc ça, ce principe-là, il est basé, si maintenant on regarde en termes plus physiques, qu'est-ce qui est derrière? Il est basé sur une propriété qui est l'opacité. L'opacité de quelque chose, sur un plan physique, c'est la capacité de la matière qui compose ce quelque chose à laisser passer la lumière ou pas, donc à transmettre la lumière ou pas. Une petite parenthèse, c'est que l'opacité d'une matière, elle dépend de la longueur d'onde de la lumière. Si je vous parle de longueur d'onde de lumière, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un petit peu? On reviendra tout à l'heure dessus. C'est-à-dire que quelque chose qui paraît opaque à la lumière visible pour l'œil humain ne l'est pas forcément pour d'autres types de lumière, comme les infrarouges par exemple, ou des choses comme ça. Donc le principe, il est celui-là, et c'est le principe des fameuses barrières lumineuses. On a un écran avec une source de lumière. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, l'écran est éclairé de manière uniforme, notamment la partie qui est au centre. Dès qu'il y a un obstacle, ça crée une zone d'ombre qui va recevoir beaucoup moins de lumière. Si je mets un capteur à cet emplacement-là, je vais pouvoir mesurer l'information électrique qui traduit la quantité de lumière reçue par le capteur. Lorsqu'elle est maximale, j'ai un signal électrique qui est maximal. S'il y a une ombre à cet endroit-là, je vais avoir un signal électrique qui est beaucoup plus faible. En analysant ce signal électrique, je pourrais donc savoir que quelque chose est passé au milieu. Alors pour faire ça, il y a tout un tas de capteurs qu'on utilise. Donc un capteur, c'est quoi à ce niveau-là? C'est un composant électronique. C'est un composant électronique qui, comme on l'a dit avant, est capable de traduire un phénomène physique en un phénomène électrique. En l'occurrence, on en a pris le plus simple, le plus robuste, bon, qui n'est pas forcément le plus performant, mais qui a l'avantage d'être pas cher. C'est ce qu'on appelle une photorésistance. Une résistance, vous savez ce que c'est? Ouais. C'est quoi? Ah. Bon, la résistance, c'est le pied du farceur sur le tuyau d'arrosage. C'est-à-dire, c'est ce qui empêche ou qui freine le passage du courant dans un fil. Donc c'est un composant qui a cette caractéristique-là. Est-ce que vous savez dans quelle unité on mesure la force, entre guillemets, d'une résistance? En ohms. Voilà. Donc plus la valeur est forte et moins la résistance laisse passer le courant. Donc nous, il y a une photorésistance qui a une particularité d'être une résistance dont la valeur en ohms varie avec la quantité de lumière qu'elle reçoit, par des phénomènes qui sont liés à l'interaction entre lumière et matière. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc une photorésistance qui n'est pas éclairée laisse passer un courant relativement faible. Lorsqu'elle est fortement éclairée, elle laisse passer un courant beaucoup plus fort. Ça, on peut le constater expérimentalement avec un petit montage rapide. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Hop, on va essayer. Voilà, donc là, sous la caméra, on a quoi? On a une paire de piles électriques et une source de courant. Au milieu, ici, sur le fil, j'ai une photorésistance. Et là, j'ai
qui est à l'heure actuelle en mode ampère-mètre. Donc on voit que ma photorésistance, si je l'éclaire très fortement, j'ai un courant qui passe d'environ dans les 3 mA à peu près. Si je la mets à l'obscurité complète, on voit que le courant est à peu près 100 fois moins fort. Donc on voit concrètement qu'on peut avoir vraiment quelque chose qui varie dans des proportions très importantes, et c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise derrière. Alors, si ça veut bien marcher, parce que tout à l'heure, ça m'a fait quelques petites facéties, mais ça, c'est le principe des démos, hein, c'est la loi de Murphy. Les démos, c'est fait pour merder. Alors, qu'est-ce que j'ai sur... dès que la caméra veut bien revenir, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai fabriqué une barrière optique avec quelques pièces de Lego, avec ici une source de lumière, donc une simple LED blanche, hein, et au fond du petit tuyau, une photorésistance comme celle que je viens de vous montrer. Ça, c'est relié à cette petite carte électronique qui, en fait, n'est ni plus ni moins que sous forme d'une carte de crédit un ordinateur complet. Et cet ordinateur-là, bon, ben, il y a une petite application que j'ai fait, donc bon, elle ne va pas se déplacer, il n'y a pas de moteur et tout ça, mais le programme qui est dedans va mesurer justement le courant qui passe dans la photorésistance, et en fonction de cette valeur de courant, va faire un certain nombre de choses. En l'occurrence, il y a un petit serveur web qui me permet, si les choses se passent comme il faut, ici, donc je suis connecté depuis mon PC sur le petit serveur qui est là, donc ça va me modifier l'affichage du synoptique qui est ici. Donc on retrouve ma résistance, ma source de lumière, je commence à fatiguer là, qu'on peut commander, la photorésistance, et ici j'ai la mesure du courant en bas. Donc lorsque je lance le processus automatique, bon, on voit qu'il ne se passe rien et on me mesure un certain courant qui est d'à peu près 1,5 mA. Si j'intercale un objet, eh bien, ah oui d'accord, excusez-moi, vous auriez pu gueuler quand même là. Donc ça, c'est l'application en question. Donc si j'ai rien qui interrompt, j'ai un courant qui est maximal, qui est mesuré là. Si par contre, je fais de l'ombre avec un objet que je mets au milieu, j'ai un courant qui est beaucoup plus faible. Le programme qui est là réagit en me disant, bon, ok, on affiche un truc au milieu pour montrer qu'on a intercalé un objet. Donc là, on n'a pas un robot qui se déplace, on a un programme qui modifie un affichage, mais on est exactement dans le même mécanisme, c'est-à-dire je perçois, j'analyse et j'agis. Ok ? Donc ça, c'est ce que je vous ai montré, donc les constituants de cette fameuse barrière. Et alors une photorésistance de près, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire qu'on a deux électrodes qui sont ces espèces de peignes métalliques qui sont plaquées sur une surface. Cette surface, elle est photosensible. Sa caractéristique, comme je le disais rapidement avant, c'est que lorsqu'elle va être heurtée par la lumière, alors la lumière, on peut considérer que c'est quoi, selon le cas de figure? On parle par exemple au niveau des couleurs, on parle des longueurs d'onde de la lumière, ce qui fait que la lumière, on la considère comme étant une onde électromagnétique, comme une onde de radio, mais selon les phénomènes qu'on observe, la lumière, on peut la considérer comme autre chose. Oui ? Un déplacement de photons, donc un flux de particules, en l'occurrence des photons. Là, typiquement, ce qui se passe dans un matériau de ce type-là, c'est que les photons, quand ils vont venir heurter les atomes qui constituent la matière dans laquelle est fait le support, ils vont arracher des électrons, créer ce qu'on appelle des électrons libres. Les électrons libres dans un conducteur, c'est ce qui le rend justement plus ou moins conducteur, puisqu'un courant électrique, ce sont des électrons qui se baladent le long de fils. Donc plus il y a d'électrons, plus il y a de courant qui peut passer. Donc c'est comme ça que fonctionne ce genre de matériaux. Le fait que les photons arrivent dessus crée plus d'électrons libres qui donc permettent à plus de courant de passer. Ok, maintenant, notre problème de balle blanche, de balle noire, qui ressemble furieusement au problème de la ligne noire qui était à suivre, va mettre en place un deuxième type de solution. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne veut pas utiliser de caméra, on va utiliser exactement le même genre de capteur. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un objet de couleur sombre et un objet de couleur claire? Oui ? C'est la lumière qui est renvoyée. C'est la lumière qui est renvoyée. Et en l'occurrence, oui, mais je veux dire, la lumière qui est renvoyée, en fait, que ce soit sombre ou clair, comment elle varie? Oui, derrière? Non, toi, oui. Toi?
Avec un objet de couleur sombre, ça absorbe la Oui. et les couleurs claires, Ça reflète beaucoup plus de lumière, voilà, tout à fait. Donc, si, maintenant qu'on connaît le principe, le fonctionnement de base, comment, avec les ingrédients que j'ai utilisés tout à l'heure, comment je vais procéder maintenant pour pouvoir faire cette reconnaissance du fait que la surface est claire ou sombre. On avait une source de lumière, on avait un capteur, tout à l'heure on les a mis en face à face, maintenant comment est-ce qu'on la dispose pour pouvoir résoudre notre problème? Ouais? Ah, pas tout le temps, toi, tiens, lui. Non, t'as pas levé la main? Bon, ben toi alors. Et il veut plus. Quelqu'un a une réponse? Oui? On les met, voilà, du même côté. Donc on les met à côté, c'est-à-dire qu'on va procéder comme ça, on va mettre la source de lumière et le capteur du même côté, et en fonction du fait qu'on éclaire un objet sombre ou clair, eh bien on a cette indication de lumière réfléchie qui est fournie là. Donc le démonstrateur, bon, on va le bypasser parce que effectivement le chrono tourne, et de toute façon on l'a vu tout à l'heure. L'illustration justement du principe de fonctionnement de ce robot-là, c'est que si on avance sur comment il est fichu, en fait en dessous du robot, donc, il y a un certain nombre de capteurs qui sont capables de mesurer la lumière réfléchie, et cette lumière elle est émise par une petite LED qui se trouve juste à côté, qui éclaire, bon là on ne le voyait pas tout à l'heure, en l'occurrence parce que c'est une lumière qui est non visible, c'est la lumière infrarouge, donc qui éclaire le sol, et le capteur qui est juste à côté mesure. Le principe, la logique qui a été programmée dans le petit robot qui suit la ligne est la suivante. Si je simplifie, que je réduis le dispositif à 2 capteurs uniquement, tant que mes 2 capteurs sont sur le blanc, j'avance tout droit. Dès que j'ai un capteur qui passe sur du noir, je vais pivoter du côté de ce capteur-là. Donc là, je suis de nouveau sur du blanc, je continue tout droit, et ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'à ce qu'on arrive au bout du parcours. Vu du dessous, le robot que j'ai fait tourner tout à l'heure, voilà à quoi il ressemble. Les 5 flèches indiquent en fait 5 capteurs et non pas 2. Pourquoi 5? Parce que ça permet d'avoir plus d'informations et donc d'avoir une stratégie de pilotage qui est un peu plus évoluée. Vous avez vu qu'il allait assez vite, qu'il faisait des virages relativement fluides, donc il permettait d'avoir une vitesse de déplacement qui est relativement maximisée. Et ça, c'est possible parce que j'ai plus d'informations qui me permettent de voir est-ce que le virage est sec ou pas, et donc est-ce que je dois ralentir ou est-ce que je peux accélérer. C'est un principe qui est utilisé de manière industrielle dans des systèmes d'entrepôt automatisés avec des chariots comme ça qui sont capables de se déplacer et d'aller en suivant les lignes qui sont tracées au sol récupérer par exemple des marchandises qui sont sur des rayonnements ou des choses comme ça. Donc là, c'est un peu plus complexe que le tracé qu'on a là, parce qu'on a vu qu'il y avait des embranchements, donc ça veut dire que le robot, il va falloir qu'il sache à un carrefour donné, est-ce qu'il va tout droit, est-ce qu'il tourne ou pas. On peut imaginer par exemple que les robots ont la connaissance de la carte, entre guillemets, de l'entrepôt, et qu'ils savent que par exemple, telle marchandise, elle se trouve dans telle allée, telle rangée, et que par conséquent, depuis là où ils sont, il faut qu'ils prennent la 3e à droite et la 2e à gauche. Donc ils comptent le nombre de carrefours et ils tournent en fonction de ça. Alors ça marche très bien, mais est-ce que, par exemple, il n'y a pas, selon vous, une faiblesse possible d'un tel système? Oui? Si c'est des automatons, il y en a qui va trop vite, ils se rendent dedans. Alors ça, on peut le résoudre en mettant des capteurs qui vont permettre aux différents robots de savoir qu'ils arrivent à proximité l'un de l'autre. C'est ce qu'on met sur des voitures, par exemple, pour des radars anti-collision, des choses comme ça. Mais si on en reste sur le problème du guidage, qu'est-ce qu'il y a comme faille potentielle dans ce dispositif-là? Oui? Les bandelettes de noir peuvent s'enlever? Ouais, les bandes noires elles peuvent s'enlever parce que si c'est de la peinture, par exemple, avec l'usure, ça peut disparaître ou ça peut être moins visible. Alors on peut, dans une certaine mesure, le rendre ce qu'on appelle tolérant, c'est-à-dire que si l'interruption est très courte, on peut dire ok, tu vois plus le truc, mais tu continues, mettons 20 cm, et avec un peu de chance, tu vas rattraper la ligne parce que c'était juste une écaille ou une tache. Et puis si tu vois rien, bah, tu t'arrêtes et puis tu dis là il y a un problème sur le tracé. Une autre solution qu'on utilise, qui est inspirée de ce principe-là, c'est qu'au lieu de peindre une ligne par terre, on enterre un câble électrique. Et dans ce câble électrique, on fait passer un courant électrique, et ce courant électrique, on le fait varier. Alors là, je suis un peu en avance sur le programme de physique, mais vous allez le voir en première, c'est ça? Ouais. Quand on fait passer un courant électrique dans un conducteur, il se crée ce qu'on appelle un champ électromagnétique autour. C'est comme ça que fonctionne un moteur électrique d'ailleurs.
Si ce courant électrique, on le fait varier, le champ électromagnétique en question va varier, et c'est exactement comme quand vous jetez une pierre, je commence à fatiguer sérieux, une pierre dans un étang ou dans une mare d'eau. Qu'est-ce qui se passe une fois que la pierre a rencontré la surface de l'eau? Voilà, ça fait des ondes qui se propagent. Oui? Est-ce que c'est le même principe que le chargement par induction? Le chargement par induction, effectivement, exploite ce genre de choses-là. En fait, de manière générale, quand on fait varier un courant électrique dans un conducteur électrique, ça crée une onde radioélectrique. En fait, on a créé rien de plus, rien de moins qu'un émetteur de radio en faisant ça. Le chargement par induction, c'est effectivement ce qui vient d'être cité par votre camarade, c'est qu'en fait, on arrive à faire passer de l'énergie électrique entre deux objets qui ne sont reliés par aucun fil. On envoie l'énergie dans une antenne qui émet. L'objet qu'on veut charger, on le trouve maintenant de plus en plus sur certains téléphones portables, il a une antenne, c'est un récepteur de radio. Donc cette antenne va capturer une partie de cette énergie qui est émise et va l'exploiter pour charger la batterie. C'est le chargement par induction. Donc c'est ce qui est fait là, c'est qu'en fait on remplace la ligne peinte par un câble enterré. Ce câble, on lui fait émettre une onde et au lieu d'avoir des capteurs optiques qui mesurent la lumière, on a des antennes radio qui mesurent l'intensité de l'émission radio qu'on reçoit. Mais le principe est exactement le même, ce qui montre qu'on peut donner finalement une vision qui est basée sur autre chose que la lumière visible. Ça, c'est la supériorité de la mécanique sur l'être humain parfois. Ensuite, le dernier point qui est la reconnaissance de la couleur. Donc pour rappel, tout à l'heure, ce qu'on voulait, c'était de faire reconnaître des disques bleus ou rouges qui étaient peints sur une surface de terrain qui était verte. Alors, toujours pareil, comme on est toujours aussi fauché, on n'a toujours pas de budget, et ce qui veut dire qu'on ne veut toujours pas utiliser de caméra. Ça aurait été une solution simple et qui aurait marché. Alors on va s'intéresser maintenant à la lumière. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, la lumière, ça peut être vu soit comme un flux de particules, les photons, soit comme une onde radio. En fait, si on représente ici le spectre possible des ondes radioélectriques, à droite, tout à fait, on a les ondes radio, stations de radio, donc depuis les grandes ondes jusqu'aux bandes FM et tout ça. Ensuite, l'espèce de machin rouge, c'est en fait le radiateur chauffant là, avec un truc qui émet de l'infrarouge. Le spectre de la lumière visible au milieu, puis ensuite l'ultraviolet, les rayons X et ce qu'on appelle les rayons ionisants, c'est-à-dire rayons bêta, gamma et tout ça, issus de la radioactivité la plupart du temps. Le spectre visible, j'en ai donné l'étendue à peu près approximative en dessous, ça va donc de 400 à 700 nanomètres, le nanomètre étant 10 puissance moins 9 mètres. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu que cette onde radioélectrique en fait était de la lumière, on voit en plus qu'on a ici un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, tiens, là, pour la petite histoire, pour situer des ondes dont on a l'habitude, le Wi-Fi en l'occurrence, ça se positionne à peu près dans telle partie, c'est-à-dire à la limite des ondes radio pour les postes de radio. La lumière blanche, en fait, ça vous le savez, je pense, depuis déjà quelques années, c'est la superposition finalement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On dit, physiquement parlant, c'est la superposition de toutes les longueurs d'onde possibles du spectre qu'on a vu là. La démonstration habituelle, c'est le fameux prisme ou l'arc-en-ciel. Là, le prisme, ça met en œuvre un principe qui est la réfraction. Ça, c'est un principe d'optique que vous avez déjà vu en cours de physique. La réfraction, voilà. Donc vous savez qu'un matériau présente ce qu'on appelle un indice de réfraction, que cet indice de réfraction conditionne l'angle avec lequel un rayon lumineux incident va être dévié. Cet indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. C'est ce qui fait que la lumière blanche est séparée par un prisme dans ses différentes constituantes de base. Alors maintenant, comment est-ce que nous percevons la couleur? Au travers de l'œil humain. Oui? Les photorécepteurs sur la rétine. Les photorécepteurs qui sont effectivement sur la rétine et donc avec les cônes et les bâtonnets. Alors les cônes et les bâtonnets, schématiquement, quels sont les rôles de chacun d'entre eux? Les cônes, c'est la couleur, les bâtonnets, c'est plus le mouvement et la luminosité, ouais. Et comment est-ce qu'on retient facilement que les cônes c'est la couleur en fait? Cône, couleur. Bien joué. C'est bon. Tout le monde a entendu? Ils s'en foutent. Donc les cônes et les bâtonnets sont des cellules nerveuses qui tapissent, enfin qui composent la rétine, donc de l'œil humain. Et la différence entre les deux, c'est que les bâtonnets sont
on va simplifier, sensibles à l'intensité lumineuse, les cônes sont sensibles à la couleur. Bon, le petit truc mnémotechnique, parce qu'on ne se souvient jamais de qui est qui, c'est que cône, couleur, ça commence par les mêmes lettres. Alors, les cônes sont moins sensibles à l'intensité lumineuse que les bâtonnets, ce qui explique que la nuit, tous les chats sont gris. Plus la lumière baisse, et moins on distingue les couleurs. Parce qu'en dessous d'un certain niveau de lumière, les cônes ne fonctionnent plus tout simplement. Donc on voit une image qui est plus en noir et blanc, en fait, en niveau de gris, qu'en couleur. Donc ça, c'est un premier point. Et donc en fait, les cônes, eh bien, justement, ils sont capables d'analyser en quelque sorte les fréquences qu'ils reçoivent et de traduire ça sous forme d'impulsions nerveuses. Alors au niveau maintenant de la couleur sur un plan physique, quand on perçoit justement un objet d'une certaine couleur, ça veut dire que il a absorbé un certain nombre de longueurs d'onde du spectre lumineux et qu'il a réfléchi les autres. C'est un petit peu la généralisation finalement du principe qu'on a vu tout à l'heure, où un objet clair envoyait beaucoup de lumière, un objet sombre en envoyait peu parce qu'il absorbait le reste. Pour la couleur, c'est un peu pareil, mais couleur par couleur, longueur d'onde par longueur d'onde. Si on éclaire en blanc un objet qui est de couleur rouge, il va renvoyer essentiellement les longueurs d'onde qui sont dans la zone du rouge. Pour un objet bleu, ça va être ce qui est dans la zone du bleu. Pour un objet blanc, c'est la totalité du spectre. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'inverse, à la manière dont on peut restituer une couleur. C'est une petite expérience que vous pouvez faire, peut-être vous l'avez déjà faite. Vous prenez un écran d'ordinateur, de smartphone ou autre, et vous prenez un pixel qui est blanc, et vous le regardez à la loupe. Si vous regardez ça à la loupe, bon, on ne fait pas ça tous les 4 matins, je vous l'accorde, hein. Si vous le regardez à la loupe, vous allez voir une des figures géométriques qui se trouve en haut à droite, c'est-à-dire soit 3 petits points côte à côte qui sont rouge, vert, bleu, soit des fois c'est des bandes, soit des fois c'est des espèces de pointillés. Bon, ça dépend de la technologie utilisée par le fabricant de l'écran en question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on trouve ces 3 couleurs de base qu'on appelle les couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu. En fait, la lumière, enfin une couleur quelconque de l'arc-en-ciel, c'est un peu comme un cocktail. C'est-à-dire c'est un mélange en certaines proportions de ces 3 ingrédients de base systématiquement. On peut reconstituer n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel en jouant sur les proportions de ces 3 couleurs de base. En gros, si on utilise une expression mathématique pour définir ça, on a défini une combinaison linéaire finalement de 3 éléments de base pour obtenir une valeur globale. Alors, il y en a qui vont me dire, mais attends, non, là tu t'es planté, c'est pas vert, c'est jaune. Non ? C'est différent, oui. Et en quoi c'est différent, justement? Quand est-ce que c'est le jaune, d'ailleurs, la couleur de base? C'est en art, plus précisément en peinture. Ok? Et donc, pourquoi c'est différent? Ouais, c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Parce qu'effectivement, une peinture qu'on voit d'une certaine couleur, rappelez-vous tout à l'heure, ça veut dire qu'elle absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf celles qui correspondent à cette couleur. Quand on mélange 2 couleurs en peinture, eh bien on en fait une 3e où on va additionner finalement les capacités d'absorption. Donc on n'a pas le même phénomène qu'on met en œuvre. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la synthèse. Si ce n'est pas soustractif, c'est... Voilà. Il y en a 2 qui suivent. Non, c'est pas vrai, vous suivez tous. Pour illustration, voici quelques recettes de cocktails pour fabriquer un certain nombre de couleurs. Par exemple, on voit que le jaune, dans cette méthode-là, c'est un mélange à part égale de rouge et de vert avec une absence quasi totale de bleu. Principe utilisé dans, alors bon, le Barco qui est à gauche, c'est un vidéoprojecteur qu'on rencontre de moins en moins maintenant parce que les vidéoprojecteurs deviennent de plus en plus puissants, mais ça c'est les ancêtres qui équipaient les salles où en fait on projetait, l'image était décomposée sur ces 3 couleurs primaires, et on projetait les 3 images monochromes entre guillemets qui venaient se superposer sur l'écran pour donner l'image finale. Bon, maintenant les principes sont différents. Par contre, ce qui est à droite, vous avez peut-être dû le voir dans des soirées, surprise party, en boîte de nuit ou des choses comme ça. C'est typiquement les projecteurs qu'on utilise maintenant pour éclairer de couleurs différentes une scène ou une piste de danse ou autre, au lieu de mettre des projecteurs avec des filtres. Ces projecteurs-là sont composés, comme vous le voyez, de LED des 3 couleurs rouge, vert, bleu. Et en jouant sur l'intensité lumineuse de chacune de ces couleurs, on est capable d'éclairer la piste ou la scène dans des couleurs à volonté. Alors donc maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier une couleur en utilisant ces principes-là, et on va voir là comment fonctionne tout simplement le capteur qui est dans votre appareil photo ou smartphone. Pour résumer, on a vu qu'on peut définir une couleur, n'importe laquelle, comme étant un mélange en certaines proportions de 3 couleurs de base. Donc, en ayant ça en mémoire, comment est-ce que maintenant, avec une source lumineuse, un objet, qu'est-ce que je peux faire pour
obtenir les proportions du cocktail que représente la couleur de mon objet. Je l'éclaire avec une lumière blanche, il me renvoie un mélange entre tout un tas de couleurs. Comment est-ce que je peux maintenant voir combien j'ai de rouge, combien j'ai de vert, combien j'ai de bleu en pourcentage? Oui, mademoiselle, là. Par rapport à ce que la lumière elle a renvoyé, on peut voir quelle couleur elle a absorbé, Alors pour aider, on va utiliser les mêmes capteurs que tout à l'heure. Donc comment on peut utiliser ces capteurs-là? Ah, tu vas me mettre dehors là. Ça se pourrait. Alors comment on va faire? C'est comme ça que fonctionnent les capteurs d'appareil photo. Oui? On peut l'éclairer de chaque couleur, rouge, vert, bleu. Ah, tu triches, toi tu as déjà vu la solution? En fait, c'est pas comme ça que fonctionnent les appareils photo. Les appareils photo fonctionnent de la manière suivante. On a 3 capteurs, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, qu'on place derrière 3 filtres, chacun dans la couleur. Et on mesure pour chacun, effectivement, pour chacune de ces couleurs de base, quelle est l'intensité de lumière reçue. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, on voulait procéder de manière encore plus simple et on a utilisé une autre technique qui a été effectivement expliquée par votre camarade là-bas. C'est qu'on peut à l'inverse dire, ok, si un objet est rouge, que je l'éclaire en rouge, il va me renvoyer un maximum de lumière. Si par contre un objet est rouge et que je l'éclaire en autre chose, il va me renvoyer beaucoup moins de lumière. Donc je peux, lorsque je veux faire une analyse simplifiée de la couleur uniquement et non pas faire une photo avec, je peux me baser sur ce principe-là et utiliser un dispositif que je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais c'est tant pis, qui va justement fonctionner exactement comme celui qui est ici. Alors ici on le voit d'une seule couleur, pourquoi? Parce que ça tourne relativement vite et que l'œil ne peut pas suivre. Mais le capteur LEGO qui est ici, en fait ce qu'il fait c'est que tour à tour il éclaire devant lui en rouge, en vert, en bleu. Il mesure à chaque fois et il envoie ça comme information. Et comme il le fait très rapidement, du coup on voit une espèce de mélange, une espèce de blanc bleuté, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on peut procéder. Donc là, dans le capteur qui avait sur notre robot qui permettait de distinguer le vert du bleu du rouge, on a une LED plus un capteur de lumière. Et le cycle, c'est ça. Donc on allumait en rouge, on mesurait, on allumait en bleu, on mesurait. Et en vert, on ne le faisait pas parce que c'était ni rouge ni bleu, c'était forcément vert vu le terrain. Et c'est ce qui m'amène à la conclusion de mon exposé avant de me faire jeter dehors. Pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, donc on a un site web, comme beaucoup de monde. Sur ce site web, si vous ne le connaissez pas encore, il existe depuis que l'association existe, c'est-à-dire maintenant une bonne dizaine d'années. Je n'ai pas regardé récemment, mais il y a au moins dans les 1200 à 1400 articles qui sont publiés. Ces articles, c'est quoi? Il y a aussi bien des articles de fond, des articles sur des sujets un petit peu avancés, mais aussi des articles qui sont tout simplement des membres, y compris des jeunes comme vous, qui ont réalisé un projet, qui ont documenté en prenant des photos, en expliquant comment ils ont fait, ce qu'ils ont fait, où étaient les problèmes. Il y a un peu toutes ces choses-là qui sont là-dessus. Donc si vous êtes curieux ou vous cherchez quelque chose, par exemple pour un de vos projets ou autre, allez faire un tour. Si vous voulez discuter avec nous, on peut aussi par mail, il y a un formulaire de contact qui existe là-dessus. Puis sinon, on habite juste au-dessus maintenant, donc c'est assez facile quand on est ouvert de passer la porte et puis de venir discuter avec nous. Merci beaucoup pour votre attention à tous.